Bon les gars, je me disais un truc. Ça fait pas mal de temps qu'on voit circuler une image, un meme sur Internet à propos de la crypto qui aurait eu un énorme push initial. Puis derrière, en fait, on n'est que sur des effets d'écho amoindrissants au fil du temps jusqu'à un moment donné où tout ça est en train de mourir. Et ça a été vraiment le narratif dans lequel beaucoup d'investisseurs ont été ces dernières années en disant bah, chaque cycle, ça s'affaiblit et en fait, il y a un effet de nouveauté qui est en train de petit à petit disparaître et il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus de capitaux et l'expérience est en train de se terminer. Et ça m'a fait rire et j'ai eu envie de vous partager cette image aujourd'hui. Un gars qui s'est amusé l'autre jour sur Internet à prendre cette image-là et à dire est-ce on serait pas en train de faire à un moment donné un breakout pour repartir en fait dans un nouveau cycle encore plus puissant que le précédent. Et en fait c'est rigolo parce que c'est évidemment ce qu'on appelle de l'opium, ok. Alors, on se met en mode espoir pour dire ah, c'est bon, c'est pas encore terminé, mais il y a un petit fond de vérité dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Allez, bienvenue à tous. Je m'appelle Sylvain Marche, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur des écosystèmes Stradogy, qui sont une salle de marché pour trader et investir dans les cryptos. Pensez bien à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour m'indiquer que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement et gratuitement les notifs de mes prochaines analyses. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ce meme et de vous expliquer un petit peu pourquoi en fait, l'espoir est possible. Pourquoi est-ce que l'espoir est possible? Parce qu'en fait, cette blague-là, un petit peu acerbe, aigrie, qui matérialise le désespoir des investisseurs crypto ces dernières années, en se disant, en fait, on est uniquement dans des effets d'écho d'un élan initial qui s'amoindrit jusqu'à une disparition complète. Et on est là à grappiller des miettes sur un espoir qui n'existe plus en réalité. Il y a un moment donné où en fait, cette blague de se dire, en fait, à un moment donné, il va y avoir un breakout et ça va relancer quelque chose et potentiellement quelque chose d'encore plus fort. On peut finalement faire un parallèle entre ce schéma-là et un autre que je vais vous montrer maintenant. Et le schéma, c'est celui-là. Ça, c'est le cycle en fait classique de hype quand une nouvelle technologie arrive sur le marché et que on a d'abord une espèce d'euphorie incroyable avec voilà la découverte et l'effet de nouveauté. Et puis, à un moment donné, en fait, on est au point maximum de la bulle où, en fait, on finit par avoir un énorme différentiel entre le potentiel de cette technologie, mais qui n'est pas encore à maturité, et de l'autre côté, l'attente du public, des investisseurs, des utilisateurs, qui veut déjà profiter de ce que cette technologie a comme potentiel. Et quand on est au maximum de l'attente projetée par rapport à là où on en est sur une technologie naissante qui n'est pas encore à maturité, eh ben on a la formation d'une bulle qui éclate et on arrive sur le moment de la désillusion. Et ça, c'est un parallèle intéressant entre ce moment-là où j'ai l'impression qu'en crypto en ce moment, on est dans ce moment-là de désillusion maximale avant que petit à petit, les attentes qu'on avait initialement commencent à faire leur taf et la technologie arrive entre guillemets enfin à son plein potentiel ou sur lequel on a de nouveau une nouvelle face haussière et puis après on arrive à ce qu'on appelle le plateau de productivité où on est à maturité. Et finalement il y a un parallèle quand même assez intéressant entre l'état d'esprit général aujourd'hui qui règne sur la crypto et justement ce qu'on appelle la Gartner Hype, où au départ on est comme des fous, etc. Ça va permettre ci, ça. Et puis finalement, ce sera peut-être possible dans quelques années, mais ça l'est pas maintenant, donc on est désillusionné. Puis finalement, les années passent et puis ce qui était possible arrive enfin à maturité. Et puis on repart potentiellement. Et après, d'ailleurs, au passage, après ce graphique-là, en fait, ils peuvent se répéter. On peut avoir un plateau de productivité, puis de nouveau des nouveaux breakthroughs, comme on dit en anglais, des nouvelles innovations qui relancent encore une fois le phénomène. Et ça, c'est un phénomène qui s'est très très bien matérialisé avec la bulle qu'on a appelée la bulle .com, la bulle Internet, la bulle technologique et Internet du début des années 2000,
pour ceux qui l'ont connu, dans lequel on avait eu voilà, de 95 à 2000 une progression qui avait accéléré, jusqu'à un moment donné où voilà, on lançait n'importe quelle startup qui parlait d'Internet et en fait, ça levait des milliards instantanément juste parce que c'était Internet et c'était la hype. Et il y a eu une énorme désillusion et un énorme crash du fait que oui, Internet, c'était l'avenir, mais l'avenir, ben, il n'arrive pas tout de suite. Hein. Par définition, l'avenir, il est dans le futur et il y a plein de choses qui étaient attendues qui, en fait, ne pouvaient pas arriver maintenant. Il y a eu cet effet de désillusion a provoqué cet énorme crash et on a eu après vraiment un énorme retour en arrière qui est classique de bulle et explosion de bulle. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement après 2002 ? Est-ce que ce moment-là, il a marqué la fin d'Internet ? Bah, on le sait maintenant, bien sûr que non. Ce qui s'est passé après, c'est que en fait, on a eu une nouvelle jambe haussière où les attentes, la technologie a rattrapé les attentes et on a eu une économie technologique sur Internet et des valorisations d'entreprises de 2005 jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, ou quasiment, qui ont été plusieurs fois des multiples de la progression de hype initiale. Et on a eu une phase de prospérité dans l'entrepreneuriat sur Internet dans les 15 ou 20 années qui ont suivi, qui ont été absolument phénoménales. Donc, ce moment-là, ici, d'accord, après l'explosion de bulle, le maximum de désillusion correspond à ce moment-là. Et après, en fait, cette phase-là où la réalité rattrape les attentes paraît moins important en termes de progression que la première, parce qu'en fait, c'est pas un rattrapage. Là, on n'est pas en train de regarder une courbe de bourse. On est en train de regarder une courbe de différentiel entre l'attente et la réalité. Mais en fait, cette courbe-là où la réalité rattrape l'attente, ça peut, en termes de bourse, faire une progression qui va bien plus haut que la bulle initiale. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur Internet. Je dis pas que on en est là forcément et obligatoirement aujourd'hui sur la crypto, la blockchain. Je dis simplement que il faut peut-être pas complètement aujourd'hui être en mode dépression totale, parce qu'il y a quand même des choses très très concrètes qui sont en train de se passer en ce moment, justement autour de la finance décentralisée, de l'adoption des stablecoins, les gars. Regardez l'adoption des stablecoins. Toutes les graphiques ne vont pas vers l'eau actuellement sur les cryptos, mais regardez ça. Ça, ce mur, d'accord, c'est la vitesse à laquelle sont émis des stablecoins sur la blockchain. Donc l'arrivée de capital fiat sur la blockchain sous forme de stablecoin, dollars principalement, donc USDT, USDC et tous les autres, USDE, maintenant il y en a des tonnes, etc. Et c'est bien, hein. Sur le long terme, c'est mieux qu'avoir Tether qui domine le marché et qui fait ce qu'il veut, parce que c'est un risque, en fait c'est un plus gros risque systémique, ça, plutôt qu'une diversification, même si à des moments donnés, il va y avoir des boîtes qui lancent parce que c'est la hype et qui peuvent potentiellement commettre des erreurs, mais sur le long terme, c'est positif qu'on ait une diversité d'acteurs. La finance décentralisée et tout ce qu'elle permet, tous les systèmes financiers traditionnels qui sont maintenant de plus en plus répliqués, accessibles sur la blockchain, et en plus à tous, et pas uniquement à des banques. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez prêter du cash via un protocole sur la blockchain sans être une banque. Donc il y a quand même des choses extrêmement positives en termes de démocratisation d'accès à la finance qui a permis la blockchain, la DeFi étant une chose, les stablecoins étant une chose. D'ailleurs, DeFi et stablecoins sont évidemment intrinsèquement liés. C'est pas vraiment deux secteurs, c'est plutôt un gros secteur. La tokenisation, il y a plein de gens qui disent la tokenisation, c'est n'importe quoi, etc. Non, la tokenisation, je peux vous dire que c'est un sujet qui va ne faire que grossir dans les prochaines années. Il y a des choses qui mourront, il y a des tendances qui disparaîtront à tout jamais. Mais il y a aussi des choses qui restent et qui vont, à mon avis, continuer de driver l'industrie. Il y a des choses qui sont en train, enfin, d'arriver à maturité par rapport à ce qu'on imaginait que ça pouvait être il y a 10 ans. Notamment la tokenisation. Il y a 10 ans, on dit, ouais, on pourra tout tokeniser, c'est incroyable. Et puis, oula, pas si vite, cadre légal, garde-fou en termes de gestion du risque financier, infrastructure technique, la technologie blockchain qui doit permettre de faire ça correctement. C'était pas prêt, en fait. Et là, maintenant, c'est en train d'arriver à être prêt. Et peut-être, je dis bien peut-être, j'ai pas de boule de cristal,
on pourrait être dans un moment comme ça. Comment est-ce que ça se représenterait visuellement sur un graphique de crypto? Bah en fait, si on n'est pas loin d'être dans un moment comme ça, donc j'entretiens ici une hypothèse, hein, on est bien d'accord, hein, voilà, je m'amuse entre guillemets avec une hypothèse. Hein. On pourrait avoir quelque chose qui pourrait ressembler à une imminence de breakout, par exemple, dans un triangle de compression multi-année. Tiens, bah ça tombe bien, si on compare Bitcoin à S&P 500, par exemple, mais c'est pas la seule comparaison qu'on peut faire, bah on est exactement dans ce moment-là. Intéressant. Est-ce que ça, historiquement, c'est un pattern haussier ou baissier? Ça marche pas à tous les coups. Mais ça, historiquement, quand on regarde un graphique de prix et qu'on regarde ça, ben plus souvent que non, ça se résout pas à la baisse, hein, ça se résout à la hausse. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup théorisé au fil des années dans les formations et dans la salle de marché sur Strategy. Maintenant, on a autre chose qui est intéressante aussi, si on regarde par exemple Bitcoin, d'ailleurs on a pris Bitcoin face à S&P 500, mais ça pourrait être aussi le total market cap face au S&P 500, on aurait très probablement quelque chose d'assez similaire, hein, si on voulait prendre toute la crypto de manière générale. Ça serait assez similaire. Si on regarde par exemple Bitcoin face à l'or, bah Bitcoin face à l'or, on a aussi globalement hein, un effet similaire, hein, d'accord? Ici, voilà, ici, ok. Là où on a un autre élément intéressant aussi, mais je pourrais revenir dessus, c'est que là on est un peu en baisse. Donc là on est un peu potentiellement dire, tiens, on est en train d'échouer contre la résistance. Ça sent pas bon, ça pourrait se résoudre à la baisse, et ça peut se résoudre à la baisse. Hein. Après, ce qui est compliqué dans un scénario de se résoudre fortement à la baisse sur Bitcoin versus or, c'est que l'or vient d'imprimer 10 trilliards de valorisation supplémentaire de market cap en 6 mois. Si vous vouliez acheter de l'or, c'est trop tard les gars, hein. Fallait le faire il y a 6 mois. Donc on va voir comment ça va se résoudre, mais bon voilà, ça peut aussi se résoudre à la hausse et potentiellement, et étant donné la situation dans laquelle l'or est actuellement, le potentiel haussier à 20 trilliards commence à être un petit peu compliqué. Et d'ailleurs au passage, là je pourrais refaire une vidéo dessus, là on est sur un point bas sur le RSI, Bitcoin versus or. Et historiquement, toutes les fois où on a eu un point bas, en fait, on était sur des bas de marché, pas des hauts de marché. Dernier, je vais vous montrer, c'est, on dit, ouais, est-ce que là, ça y est, c'est le début du marché baissier, du bear market, du bear market, je vais dire bear market, je sais que c'est pas la bonne prononciation, mais ça m'amuse, donc j'assume. Donc du bear market, santé. Est-ce que, quand vous regardez ce graphique-là, qui est le Others contre le Total 3, donc les petites altcoins contre les grosses altcoins en gros. Ça ressemble à un début de bear market après une phase d'euphorie. On est où là sur le graphique? On est là, c'est-à-dire on vient de pousser comme des fous et on est en haut sur un point haut historique, où en fait ça fait 1 an et demi qu'on fait que baisser et on vient de rebondir sur un support de quasiment 10 ans. La proba, elle est plutôt qu'on est sur un point bas ou qu'on est sur un point haut? Bon, on a le droit quand même de se poser la question. Donc potentiellement, un point bas comme ça, bah, ça ressemble un petit peu aussi à cette zone-là. Où en fait, tout ce moment-là, c'était une immense phase de désillusion, d'accord? Donc ça, c'est la phase de désillusion. Et là, on est au maximum de la désillusion. Par rapport à ce qu'on attendait de ce que les alts pouvaient fournir en termes de services concrets, donc de réelle utilité, donc de réelle demande, donc de réels revenus, donc de réelle redistribution de valeur, d'accord? C'est le principe d'un marché. Et est-ce que là, voilà, par rapport aux attentes qu'on avait, et donc là, la désillusion, ou au point où on revient pas loin de l'impulsion initiale, d'accord? Impulsion initiale, hein, d'ailleurs, on l'a, hein, qui est ici, d'accord? Voilà, je m'amuse avec cette pensée aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est quand même il y a quand même une convergence d'éléments. Et si on ajoute à ça qu'aujourd'hui, on peut considérer que Bitcoin, on dit ouais, les cycles de Bitcoin, 4 ans, machin, on vient d'avoir le top de 4 ans. Ok, ça a toujours fonctionné dans le passé et peut-être que ça va continuer de fonctionner. Mais aujourd'hui, on peut quand même aussi se dire que Bitcoin, c'est juste un actif à risque comme un autre. Donc ça veut dire que quand les marchés se portent bien, l'actif réplique ça à la hausse, et quand les marchés se portent mal, l'actif réplique ça à la baisse. Donc dans ce principe-là,
Si on avait une continuation haussière du marché boursier en 2026, vous pensez vraiment que Bitcoin va faire moins 70%? Comment ça serait possible? Quel narratif devrait-il y avoir dans un scénario où la bourse monte en 2026 et Bitcoin fait son bear market en mode complètement déconnecté dans une espèce de bulle complètement séparée de l'économie, alors qu'on voit bien que depuis 10 ans, Bitcoin monte et descend quand le S&P 500 monte et descend. Pourquoi est-ce qu'on aurait, si on n'a pas eu de découplage à la hausse qui aurait été, on a un marché baissier S&P 500 et le Bitcoin monte, ça serait un découplage de corrélation à la hausse. Si on n'a pas eu de découplage à la hausse, pourquoi est-ce qu'on aurait aujourd'hui un découplage à la baisse? Alors peut-être que là, on va avoir un marché baissier S&P 500 en 2026, et donc du coup, Bitcoin va faire son bear market classique. Mais même dans ce scénario-là, ça voudrait même pas forcément dire que Bitcoin travaille avec ses cycles de 4 ans. Ça dirait même qu'en fait, on en saurait foutrement rien, et que ce serait peut-être juste, encore une fois, parce que c'est un actif à risque qui réplique en démultipliant ce qui se passe globalement dans l'économie, qui est reflété à travers de la tendance boursière générale. Donc voilà un petit peu tous les éléments autour de cette thèse que je voulais développer aujourd'hui. Mettez un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage du même type. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement et gratuitement mes futures vidéos, analyses, opportunités, décryptage, etc. Rejoignez-nous sur Stradogy, qui est ma salle de marché de trading et d'investissement crypto, sur le lien en description, ou sur Palantex pour automatiser vos revenus sur la blockchain. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut, bye.